Second débat ce soir, les théories du complot sont de plus en plus nombreuses. Pourquoi? Par quels moyens se répandent-elles? On en parle, Sonia, avec vos invités. Oui, alors les théories du complot ne datent pas d'hier, bien sûr, mais une actualité anxiogène, une forme de crise de la démocratie et l'incroyable caisse de résonance apportée par Internet et les réseaux sociaux leur donne aujourd'hui une ampleur inédite. Le phénomène connaît un véritable boom et on entend de plus en plus ces phrases « on ne nous dit pas tout ». On nous cache la vérité. On va en parler avec nos invités dans quelques instants. Mais d'abord, retour justement sur les nouvelles habitudes de lecture et d'information avec Quentin Calmet. Premier constat, il existe peu d'études en France sur la manière dont s'informent les jeunes. La dernière de grande ampleur date de 2010. À l'époque, 45% des jeunes s'informent sur Internet, contre 25% via la télévision et 20% grâce à la presse écrite. Et depuis, les sites d'information gratuits et les réseaux sociaux se sont énormément développés, bouleversant encore davantage les pratiques des jeunes. Certains spécialistes parlent même d'une dérégulation de l'information. Un exemple revient régulièrement, les attentats de janvier 2015. Dès le premier jour, on recense 26 théories du complot, un chiffre qui dépasse la centaine le lendemain. Ces fausses informations étant colportées sur les réseaux sociaux où ces théories simplistes foisonnent. L'information sur ces nouveaux médias en ligne, c'est un des enjeux après les attentats. L'Éducation nationale entend développer son action dans les prochains mois, notamment grâce à l'action de la réserve citoyenne composée de journalistes directement auprès des élèves. Et nos invités pour en parler ce soir, Thomas Huchon, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, vous êtes journaliste auprès de Spacey, c'est un média 100% digital, un pure player, et vous êtes le réalisateur d'une série de documentaires, Conspi Hunter, visant justement à démonter ces théories du complot. On va en parler en détail. Avec nous également ce soir, Sophie Géel, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes sociologue, vous êtes maître de conférence en sciences de l'information et de la communication à l'Université Paris 8, Vincennes-Saint-Denis. Merci d'être là. Et nous accompagne également Sophie Mazet, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes professeur d'anglais, vous avez créé des cours d'autodéfense intellectuelle et justement, vous êtes l'auteur du livre Manuel d'autodéfense intellectuelle qu'on voit à l'écran. Alors, mesdames, messieurs, la théorie du complot avec ce genre de phrase que l'on connaît, on entend souvent, vous êtes à la botte des lobbies, vous ne nous dites pas tout, on sait qui tire les ficelles, on l'entend souvent nous aussi les journalistes, ce n'est pas nouveau, Sophie Géel, mais ça a pris, semble-t-il, une ampleur inédite. Est-ce que vous êtes d'accord? Il y a un véritable boom en ce moment? Je pense qu'il faut rester prudent sur l'idée du boom. Je pense que c'est quelque chose qui est latent, on va dire qu'il y a une méfiance qui est montante, à la faveur de la crise d'ailleurs, la crise économique, la crise sociale, etc. s'aggrave, à la suite aussi de politiques qui sont menées, qui ne correspondent pas forcément à des politiques qui ont été promises. Donc je crois que c'est un désamour, on va dire, entre les milieux, particulièrement les milieux populaires. C'est plus répandu dans les milieux populaires, mais c'est pas exclusif non plus. Entre les milieux populaires et puis les élites. Donc c'est sur ce fond-là que progressent tous les courants populistes, et notamment les courants qu'on classait jusqu'à présent à l'extrême droite, qui deviennent tellement importants qu'on ne sait plus d'ailleurs trop comment les classer. Donc, si vous voulez, c'est un fond qui est effectivement qui dure depuis, on va dire, au moins une quinzaine d'années. Et si j'ai dit boom, c'est peut-être parce que ce fonds, comme vous dites, Sophie Mazet, il prospère aussi, parce qu'il contourne les médias classiques, il prospère sur les réseaux sociaux, via le web. C'est vraiment cette caisse de résonance-là que l'on retrouve? C'est une caisse de résonance absolument immense, d'autant plus que la plupart du temps, alors qu'on soit jeune ou moins jeune, moi je le constate un petit peu parce que j'ai affaire à des jeunes, mais d'autant plus qu'on a tendance à retweeter, reposter, etc. des choses qu'on n'a absolument pas ni vérifiées, ni lues. Parfois en faisant confiance à certaines personnes pour ne pas le reposter, mais souvent on ne fait pas confiance, on retweet. Tout simplement, ouais. Thomas Huchon, ça interpelle les journalistes que nous sommes. Il y a un facteur explicatif qui semble aussi assez évident, c'est la défiance vis-à-vis de la parole politique, publique, mais aussi journalistique. Ça, c'est un élément fondamental, ceux qui apportent l'information.
Effectivement, ce qu'on peut constater, c'est que dans les dernières enquêtes du Cevipof, notamment, les médias sont l'institution française qui recueille le plus de défiance de la part de notre population. 70% des gens ne font pas confiance aux médias. Il y a un chiffre pour revenir sur ce que disait Sophie Mazet juste à l'instant. Les jeunes, aujourd'hui, c'est la première fois depuis l'invention de la télévision que nous sommes face à une génération qui s'informe de manière totalement différente et qui a d'autres réflexes. Aujourd'hui, les moins de 25 ans sont 40% à considérer qu'on leur dit strictement la vérité sur les réseaux sociaux. Toutes les autres classes d'âge ne croient qu'à 10% à tout cela. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est face à une jeunesse qui est en train de construire sa vision du monde, qui est en train de construire, y compris ses repères politiques, ses repères de citoyenneté, et qui est en train de les construire avec des choses biaisées qui vont peut-être plus loin que simplement la théorie du complot, puisque ça sape la base commune que nous avons. Le débat, c'est la confrontation libre des idées sur une base commune. Quand, comme les images que vous êtes en train de projeter, on considère qu'il n'y a eu aucun avion qui s'est crashé dans les tours du World Trade Center à New York le 11 septembre 2001, on ne peut pas discuter. Donc ça va au-delà de la défiance vis-à-vis des journalistes. Il y a d'autres facteurs, parlons-en. Il y a un facteur psychologique, on va revenir, et un facteur sociologique qui fait que on va amplifier cette rumeur. On a presque besoin justement qu'elle grossisse comme une boule de neige. Il y a beaucoup de phénomènes, c'est compliqué à défaire. Moi, je fais des enquêtes beaucoup auprès des adolescents, et notamment pour comprendre un petit peu justement leurs pratiques des réseaux sociaux. Et j'ai pu parfois avoir des discussions, c'est compliqué, mais sur des thèses un peu complotistes. Et là, les facteurs de croyance à ces complots sont diverses. Donc il y a la défiance, mais il y a aussi parfois le caractère trop horrible de la réalité elle-même, qui va faire fuir. J'ai eu des discussions comme ça, notamment avec des jeunes filles musulmanes, et pour elles, c'était trop horrible, c'était trop opposé à leur propre vision de la religion que d'imaginer que ça pouvait être vrai. C'était des entretiens qui avaient eu lieu juste après. Une forme de déni alors. Une forme de déni parce qu'une autre réalité. Exactement, parce que c'est trop insupportable. Vous constatez la même chose Alors je constate un petit peu cet effet de déni, mais peut-être pas tant que ça, peut-être parce que j'ai pas eu tout à fait l'occasion d'en parler. Mais en tout cas, l'effet boule de neige. Complètement. C'est comme si le fait que certains y croient allait en quelque sorte renforcer la théorie. Voilà, c'est plus on y croit et plus on y croit, parce que plus on y croit et plus c'est vrai. Alors c'est aussi lié au fait que l'information qui est reçue sur les réseaux sociaux, il faut voir ce que c'est des fils d'actualité qui sont... Alors, moi j'ai fait une enquête récente en Basse-Normandie auprès de jeunes de filières professionnelles. Donc on va dire qui sont moins à l'aise avec la culture de l'écrit, plus dans la culture du visuel. Donc les fils d'actualité, c'est des vidéos qui sont juxtaposées, qui peuvent venir d'origines complètement diverses, face auxquelles ils se retrouvent effectivement assez désemparés pour pouvoir faire du tri. Parce que la grosse différence avec un média traditionnel, c'est que sur le fil d'actualité, il n'y a aucune hiérarchisation. Oui, dans quelques instants, on va voir comment on peut appréhender, en tous les cas peut-être déconstruire ces théories du complot. Mais Thomas Hichon, est-ce qu'il n'y a pas aussi une responsabilité plus large? On voyait les images du 11 septembre et les tours qui s'écroulent derrière nous. Je crois que c'est parmi les théories complotistes les plus partagées. C'est celle qui représente la nouvelle ère. C'est le début d'une nouvelle ère de l'information et c'est le début d'une contestation de ce qu'on va appeler la version officielle. La version officielle, c'est un terme stigmatisant qui vise à expliquer que les autorités nous donneraient une version tronquée, partielle, parfois mensongère, de la réalité. Effectivement, le 11 septembre a été le déclencheur de tout un tas de choses. Mais c'est quelque chose qui est très intéressant. Le 11 septembre, et notamment les théories du complot autour du 11 septembre, elles se regroupent d'un point de vue de la diffusion et de l'audience autour d'un film qui s'appelle Loose Change. Loose Change, c'est le plus gros blockbuster du web. Loose Change, ça commence pas avec des gens qui veulent faire une théorie du complot. C'est l'histoire de deux mecs qui sont dans leur cave et qui vont vouloir faire une fiction pour expliquer que le 11 septembre est un complot. Ils vont fouiller sur Internet et ils vont s'auto-intoxiquer. Ils vont chercher des choses qu'ils vont trouver. Si vous cherchez des choses sur Internet, vous les trouverez. Si on veut expliquer que vous, par exemple, vous êtes un reptile, une Illuminati, j'en sais rien, on va pouvoir le trouver. Sacrée théorie, mais oui, non, mais parce que pas imaginé, tout existe, tout existe.
Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, du coup, ces jeunes, qui sont des jeunes, qui ont entre 20 et 25 ans, hein, Dylan Avery, au moment de faire le film, il a 23 ans. Et donc, c'est des gens qui vont se persuader, s'auto-persuader. Et ils vont d'autant plus s'auto-persuader, comme ça a été expliqué auparavant, que d'autres y croient. Oui, mais quel paradoxe! Pardonnez-moi, on est dans une société de plus en plus informée et aussi de plus en plus crédule, quelque part. Comment ça se fait qu'il y ait ce déséquilibre incroyable? Comment vous l'expliquez? Oui, c'est vrai, on voit la persistance d'archaïsme, hein, c'est-à-dire parce que ces théories du complot, c'est quelque chose d'assez archaïque, ça a toujours existé. Ce qui est paradoxal, c'est ça, on pourrait avoir les moyens. Alors tout à l'heure, ce que je voulais dire, c'est que les jeunes s'informent essentiellement par l'image. Or, l'image n'est pas une preuve. Contrairement à ce que croient souvent les professionnels des médias, qui pensent bien faire en illustrant en permanence leurs propos, mais l'image n'est jamais une preuve, parce que beaucoup de choses, enfin, je veux dire, le cadrage, ce qui fait preuve, c'est le médiateur, c'est-à-dire le journaliste qui a pris la photo, qui sait, qui a pu recouper les faits et qui va pouvoir expliquer le contexte de l'image. Quand on voit... moi, je suis allée sur justement les différents sites pour voir quelles étaient ces théories. Par exemple, sur les attentats du mois de janvier, certains ont remis en cause une photo des frères Kouachi et de leur voiture. Comme quoi on avait changé ou la couleur du rétroviseur, etc. Oui. Pourtant, il y avait une photo, j'allais dire officielle, elle a été prise, cette photo. Elle a remis en, remise en cause. Parce que l'image n'est jamais une preuve. L'image peut tout à fait mentir. Et donc, les images ne vont pas apporter la preuve. Ce qui peut apporter la preuve, c'est qu'il faut en passer par une éducation à ce que c'est que comment est-ce qu'on s'informe. Et c'est pas la lecture des images seules qui suffit. C'est ce que vous faites, oui, d'ailleurs, Sophie Mazet. Hein. Oui, c'est-à-dire que processus. Vous parliez d'abondance de l'information, de surabondance même. Je me souviens la semaine dernière avoir entendu une élève répondre à la question mais comment est-ce que vous vous informez? J'ai pas besoin d'aller chercher l'information. En fait, l'information vient à moi. L'information, elle vient à nous. Et en fait, la question, finalement, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on ne peut pas faire autrement que de se retrouver face à un tas d'informations. Et en fait, quand on voit ces jeunes et ces moins jeunes qui refusent de croire la version, entre guillemets, officielle, ça vient souvent d'un refus d'être crédule. Mais en fait, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que finalement, la posture, c'est de ne plus rien croire. Mais à ce moment-là, on ne fait pas preuve d'esprit critique. On décide juste qu'on ne croira plus rien, qui vient des médias officiels. Mais c'est une posture, alors. C'est totalement une posture. On croit tout de la part d'un média alternatif qu'on aura choisi, qui sera parmi les sites... on s'en choisit 2-3 hein, qu'on finit par écouter. Et puis à ce moment-là, on est dans le scepticisme vis-à-vis de tout le reste. Mais c'est pas du scepticisme, c'est plus une autre forme de crédulité en fait. Oui, mais c'est presque une forme de rejet. C'est presque se mettre à côté de la société. Parce que si ça devient une posture de rejeter en bloc, parce que là, les médias classiques, ils sont nombreux. Si on rejette en bloc toute cette information qui nous parvient, justement, on se met en marge quelque part. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que ce sont des marginaux ou pas du tout? Non, je crois pas que ça soit des marginaux. En plus, je pense que c'est très difficile d'arriver à catégoriser, mais ça, c'est plutôt le travail des sociologues. Ce qu'on peut constater, c'est que il y a une énorme demande d'information. On vit dans un monde où il y a énormément d'informations, effectivement, mais Gérald Bronner, le sociologue, l'explique très bien. Surabondance d'informations veut aussi dire surabondance de sources, et donc perplexité par rapport au message. Ce qu'il faut comprendre, c'est que on parle du doute, on parle de l'esprit critique, on utilise souvent l'image de Descartes. Quand Descartes s'enferme dans son poêle pour remettre en cause sa vision des choses, il ne remet pas en cause le monde qui l'entoure. Il remet en cause sa vision du monde qui l'entoure. Et justement, quand on se retrouve, puisque avec Spatie, on essaye d'aller sur le terrain et de présenter notre travail de décryptage des théories du complot à des jeunes, quand on se retrouve face à eux, par exemple, l'histoire des rétroviseurs les a beaucoup interpellés. Et ils vont vous dire, voilà, au début de la course-poursuite, les rétroviseurs sont blancs ou métallisés, à la fin, ils sont noirs, donc c'est pas possible. Parce qu'ils imaginent qu'un objet, il va y avoir une permanence de l'objet. Vous voyez ce que je veux dire? Et cette permanence, bien entendu qu'on imagine qu'un objet va rester de la même couleur. Mais sauf que là, il s'agit de rétroviseurs chromés. Et nous avons décidé de déconstruire cette théorie du complot. Je vais quand même me permettre de dire que parfois l'image nous permet de dire la vérité aussi, parce qu'on travaille derrière et qu'on a un gros travail d'enquête. Mais en l'occurrence, c'était pas très compliqué d'expliquer comment ces rétroviseurs pouvaient avoir des couleurs Donc il faut différentes. l'explication, Exactement. il faut le médiateur. Exactement. Et nous, on a été filmer des rétroviseurs dans un garage Citroën.
Bah, c'était pas compliqué, on a fait sortir le véhicule dans la rue, on l'a fait re-rentrer, ça marche même en marche arrière. Les rétroviseurs sont noirs alors qu'il n'y a pas de lumière, quand il y a de la lumière, ils sont métallisés. Et finalement, tous ces jeunes, ils sont dans une perplexité par rapport à la Mais réalité. est-ce qu'il y a seulement ça? Parce qu'on va mettre les pieds dans le plat, hein. Je vous le propose. Est-ce que il y a eu quand même des événements? Il y a eu les guerres d'Irak, où l'on a appris par exemple que Colin Powell avait, vous avez tous cette image, puisqu'on parle d'image en tête, tendu cette fiole dans l'enceinte de l'ONU, et on a appris plus tard, il l'a lui-même dit dans un livre, il ne s'agissait pas là d'une preuve de présence d'armes de destruction massive. Est-ce que ça n'a pas contribué justement dans l'histoire à renforcer les théories du complot? Voilà une puissance américaine qui le reconnaît. Moi, je ne fais pas le procès de la guerre ou pas, elle le reconnaît. À partir de là, on peut se dire, ben voilà, on nous a caché des choses. Oui, mais elle le reconnaît, c'est toute la différence. Mais elle le reconnaît. Elle le reconnaît. Après combien d'années, pardon? Alors, Après avoir fait la guerre, Pardon. après... non, certes, mais c'est-à-dire que si on regarde par exemple toutes les théories du complot dans l'histoire, qui sont des théories, hein, les faux complots, donc, forcément vous allez retrouver personne qui a confirmé, vous n'allez pas retrouver un travail d'historien, des documents déclassifiés, etc. Et ça, c'est tout un travail qu'on a à faire, justement, quand des jeunes vont nous dire exactement ce que vous nous dites, hein, mais il y a eu des vrais complots. La première chose à faire, c'est de reconnaître que oui, il y a eu des vrais complots et de regarder comment on a reconnu ces vrais complots. Quel travail! Oui, l'un des problèmes et l'une des responsabilités majeures, c'est quand même celle des journalistes, hein, pas seulement celle des éducateurs, et celle des journalistes, qui est de garantir une indépendance de l'information. Hein. Or, le problème, c'est que dès lors que nous sommes en situation de guerre, de terrorisme, etc., on a tendance à faire peser des contraintes sur l'information qui précisément vont nourrir les théories du complot, qui sont un peu une réaction de méfiance populaire qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que derrière, c'est une attitude de résistance en fait. Et si on veut réussir des formes d'éducation aux médias, c'est certainement pas en imposant comme un dogme que telle est la vérité, c'est en travaillant, en montrant... Bon, alors vous avez raison, parfois il faut déconstruire avec des éléments précis, hein, vous avez raison, mais il faut aussi, à mon avis, hein, et il y a beaucoup d'associations, moi je travaille pas mal avec les CMEA, la Ligue de l'enseignement, etc., des associations d'éducation populaire, comment est-ce qu'on transmet de l'esprit critique, etc. C'est notamment aussi en rappelant les règles du journalisme, hein, les règles de la déontologie, les règles de la démocratie. Vous aussi. avez raison, ça paraît tout à fait normal, mais quelqu'un qui vous dit, comme vous m'avez dit tout à l'heure, Sophie Maz et moi, je crois en rien. C'est ma posture. Tout ce que vous me dites ça, ce soir, je vous regarde, je ne vous crois absolument pas. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut rapprocher ça? Est-ce que ça vous choque si je dis que c'est une forme hein, de radicalisation et qu'il faut presque faire un processus de déradicalisation face à cela? C'est certain, et ça a été montré par plusieurs enquêtes, à la fois de sociologues, de politologues, qu'il y a un lien entre la radicalisation politique, qu'elle soit de gauche ou de droite, et la croyance aux théories du complot. C'est un lien évident qui est établi et contre lequel aujourd'hui, finalement, personne ne va venir le contrarier, le contredire. Je crois qu'on est dans une situation qui est un peu délicate. Je vais reprendre ma chapelle, la chapelle des journalistes. Notre travail, c'est de dénoncer les complots. Et notre travail, c'est de faire ce qu'a fait Bob Woodward au moment du Watergate, qui est bien entendu une espèce de phare. Ça, c'est le Graal, hein. Mais bien entendu, mais oui, mais c'est notre travail. Pour Cahuzac, Ce qu'ont fait Mediapart sur un certain nombre de domaines, d'ailleurs, Sarkozy, Karachi, Mediapart, enfin, tout un tas de domaines, ce qu'ont fait les journalistes depuis toujours, j'ai envie de dire. Là où aujourd'hui on est dans une... non mais attendez, j'entends bien, mais je crois que dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, il faut que la presse prenne sa part de critique et prenne effectivement sa part de responsabilité dans la situation. Mais c'est pas parce qu'il y a des gens qui sur Internet expliquent en permanence que tout ça est un mensonge qu'il faut qu'on prenne ça en considération systématiquement. On ne peut pas raisonner à l'envers non plus, de manière permanente. Il faut quand même que la presse développe davantage qu'elle ne le fait en France, notamment. Moi, je suis notamment, j'adhère notamment à l'Observatoire de la déontologie de l'information. Je crois qu'aujourd'hui en France, on a des lacunes du côté des médiations, des différentes médiations qui permettent à une parole populaire, résistante, critique, méfiante, de s'exprimer et que les élites, les journalistes en font partie, acceptent le jeu du dialogue, acceptent de rendre des comptes. C'est exactement ma question. Par exemple, dans un débat comme celui-ci, est-ce que, sur d'autres chaînes de télévision ou sur d'autres radios, est-ce qu'il faudrait inviter également ceux qui portent
cette parole complotiste. On se souvient de débats vraiment où il y avait des accès de fièvre dans certaines émissions, où il y a eu ces théories. Je me souviens, je crois que c'était sur France 2, c'était juste après le 11 septembre, il y a eu ça, puis il y a eu tout un clash. Est-ce qu'il faut accepter de les avoir sur nos plateaux afin de convaincre le téléspectateur ou le jeune téléspectateur et justement qu'il y ait cette confrontation, peut-être ce raisonnement par l'absurde en direct? Non, absolument pas. Non, je crois qu'il faut être. Non, je crois qu'il faut être comme l'historien Robert Paxton, qui a systématiquement refusé de débattre avec Robert Forisson. Je crois qu'il ne faut pas mettre sur un pied d'égalité des gens qui sont des professionnels de l'information, avec tous les défauts qu'ils peuvent avoir, et des gens qui sont des désinformateurs professionnels. Je crois qu'il faut faire très attention à ça, et je pense que la limite, elle est aussi là. Et moi, je ne supporte pas qu'on puisse mettre, par exemple, vous, qui êtes une sociologue, face à Alain Soral, qui serait un soi-disant sociologue. Non, c'est pas vrai, c'est pas possible. On peut pas débattre, et en plus, le millefeuille argumentatif permanent qui est utilisé par les théoriciens du complot fait que l'indécis qui est face à vous et qui nous regarde va être systématiquement enclin à croire celui qui a le plus d'arguments. Vous êtes d'accord ? Moi, je suis partisane, en tout cas, d'espaces de dialogue diversifiés. C'est pas forcément à la télévision, c'est pas forcément dans les médias. Quand je dis qu'il y a des problèmes, par exemple, on n'a pas de conseil de presse en France, il n'y a pas d'espace vraiment. La position des médiateurs, elle est compliquée dans l'ensemble des médias. Je pense qu'il faut absolument renforcer. Il y a des émissions, par exemple, sur France 3, l'émission de la médiatrice, elle est à plus d'1 heure du matin. Il faut renforcer le respect du public, il faut renforcer des espaces où, je ne dis pas que ça soit forcément des personnes. Moi, je ne suis pas sûre qu'il faille mettre au centre du débat les théories du complot, d'ailleurs, comme si elles étaient unifiées. Je pense qu'il y a plutôt des croyances, il y a plutôt des méfiances, et je pense que ce qu'il faut, c'est un combat permanent, parce que la démocratie, c'est pas quelque chose de confortable dans lequel on peut s'installer tranquillement. Je crois qu'on est tous d'accord. Mais ça, c'est un terrain sur lequel est en train d'aller Spicy, justement. C'est-à-dire que c'est ce que Gérald Bronner appelle, le sociologue appelle le marché cognitif. C'est un marché, en fait, sur Internet. Voilà, on trouve de tout, et on trouve sur les théories du complot, on trouve surtout ceux qui sont pour. Et finalement, pas tant de gens que ça qui sont prêts à aller sur ce terrain. Je vous donne un exemple. Il y a quelqu'un qui me dit à l'instant, en quoi c'est un débat ce soir, puisque tout le monde sur votre plateau est d'accord, même si vous tentez de rester neutre, donc merci à lui, je le dis. Pourquoi il n'y a pas quelqu'un justement qui représente cet avis? Mais parce qu'il n'existe pas de représentant des théories du complot, ça va être... J'ai eu du mal à déjà, et je pense que même si vous en contactez, ils ne se reconnaîtront pas eux-mêmes comme des théoriciens du complot. Ils sont persuadés d'être des tenants de la vérité et des gens qui sont des lanceurs d'alerte. Et alors, en plus, si vous en parfois, ça peut arriver. Je veux dire, c'est pas si clair que ça. Ça peut arriver, effectivement. Il peut y avoir des personnes qui dénoncent des complots qui vont se révéler être réellement des manipulations politiques. Donc, c'est compliqué. Moi, je pense que la solution, c'est vraiment, donner davantage la parole au public, plutôt que la parole forcément à des défenseurs de thèses ce mur de la méfiance, de la défiance. Voilà. Plutôt que de valoriser des personnes qui sont dans des postures qui précisément refusent le dialogue, l'argumentation. Mais peut-être pour terminer sur une note, parce qu'on ne va pas arriver à déconstruire toutes les théories du complot ce soir, une note un peu plus... c'est certain. C'est surtout Spicy qui le fait d'ailleurs, ce pure player, une note un peu plus légère. Est-ce que vous-même, alors je ne parle pas de grandes théories du complot, mais est-ce que vous-même vous dites parfois, voilà, telle information, je viens de l'écouter, je viens de la regarder, je n'y crois pas, je vais essayer justement de la contourner. Ça peut arriver à tout le monde, c'est un instinct tout à fait naturel. Ça vous est déjà arrivé peut-être personnellement de vous dire, c'est peut-être passé pas comme cela, etc. Bien sûr, ça arrive tous les jours. Tous les jours. Oui. Mais oui. En théorie, ça devrait arriver tout le temps. En théorie, on devrait s'interroger. C'est ce qu'on appelle l'esprit critique. Oui, mais alors, on ne devrait pas être dans un rejet systématique. On devrait être dans l'examen. C'est pas du tout la même chose que le rejet a priori. Donc, où mettre le curseur entre esprit critique et ne pas tomber dans le... Mais je pense que c'est la grande différence entre douter et remettre en question ce que nous faisons tous et ce que notre système éducatif, d'ailleurs, nous pousse à faire, et la croyance que tout est organisé. Finalement, cette espèce de rejet de tout est d'ailleurs incroyable, puisqu'en même temps, on rejetterait tous les médias et on s'informerait sur Internet sur 2 ou 3 sites auxquels on ferait totalement confiance. Il y a là un paradoxe que j'ai du mal à m'expliquer. Il faut surtout garder l'esprit critique, je crois. C'est le plus important. Tout à fait.
Et moi, je n'ai pas rencontré tellement de jeunes qui s'informaient sur 2 ou 3 sites. C'est plutôt une abondance. Et dans l'abondance, finalement, ce qu'ils vont retenir, c'est des choses qu'ils ont déjà en eux parce que il y a des croyances familiales, il y a des croyances... Tout un environnement, Voilà, bien il y a un sûr, environnement culturel qui porte. compte énormément. En Voilà. tous les cas, merci beaucoup pour ce débat et cette analyse. Restez avec nous. Alors lui, c'est pas du tout un complot, hein. Il est bien là, comme tous les jeudis. On l'attend avec ses crayons. C'est notre caricaturiste Hervé Baudry. Il est là pour croquer l'actualité ou les complots de la semaine, hein. Notre oui, caricaturiste les Hervé Baudry. Bonsoir Hervé. Bonsoir Sonia, bonsoir Vous à allez bien? tous. Alors. La France est un pays ami de la Corse. Ça sent le complot, on dirait. Hein. La France est un pays ami de la Corse. Ce sont les mots du nouveau président nationaliste de l'Assemblée de Corse, qui ont fait donc des vagues entre l'île et le continent cette semaine. Hein. On en a beaucoup parlé. Remettons quand même les choses à leur place. Les nationalistes ont gagné les élections avec 35% de voix. La Corse est donc une terre de polyphonie, c'est bien connu. Et donc on voit bien notre ami Talamoni avec sa scie. Le chômage aura été vraiment le sparadrap du capitaine Hollande. Impossible de s'en défaire. Ça commence à ressembler aux poupées russes, cette histoire. Après la caisse à outils, le pacte de stabilité, nous voici avec un nouveau plan pour lutter contre le chômage. Plan A, plan B. J'ai bien peur que notre président se retrouve au plan T dans 15 mois. Oh là là, je viens de comprendre. Pas Vous avez mal. vu, c'est Oui. il y a du boulot. Oui, hein. c'est recherché. Voilà. Oui, tout à fait. Rappelez-vous, nous sommes en état d'urgence et en guerre. L'Assemblée nationale, et plus particulièrement le groupe Europe Écologie Les Verts avec Madame Abeille, a reçu une personnalité américaine. On en a beaucoup parlé cette semaine. Était-ce le descendant du général Patton? Pas du tout. Non, Pamela Anderson en personne, pour parler du gavage des oies, de quoi alimenter les sarcasmes entre sénateurs et députés. Donc on le voit bien sur le dessin. Et 1, et 2, et 3 mises en examen pour le maire de Levallois, Patrick Balkany. Mise en examen pour déclaration mensongère sur son patrimoine. On peut imaginer donc que son comité de soutien à Levallois est en émoi. Ils sont Même nombreux, pas moins de dehors, ils font un sitting. Hein. Un auteur de talent, Michel Tournier, prix Goncourt en 1970 avec Le Roi des Zones, nous a quittés. Un autre arrive, il a franchi le pas, il s'appelle Nicolas. Son livre dira, paraît-il, la vérité sur ses erreurs comme sur ses réussites, sans artifice, un futur Goncourt. Comment s'appelle-t-il? Alors, Le livre? si on le voit, parce que là, j'ai pas l'écran sous les yeux, c'est, si le dessin peut revenir, c'est, dites-le, parce que là, Non, je non, vois pas. c'est vous, hein, vous êtes propriétaire de vos dessins. Catharsis, hein, c'est ça, voilà, si mes souvenirs sont bons. Ouverture du fameux forum économique mondial à Davos en Suisse. C'est en ce moment, tout le monde y aimerait y aller, mais les places sont chères. The place to be, comme disait hier soir notre cher Jean-Louis Gombault. Verra-t-on les empreintes dans la neige de la rivalité Valls-Macron, les deux représentantes de la pro-entreprise du gouvernement? Et on termine par Leïla Alaoui, artiste franco-marocaine, s'était rendue dans la capitale du Burkina Faso pour Amnesty dans le cadre d'un projet de documentaire sur les violences faites aux femmes en Afrique de l'Ouest. Elle fait partie donc d'une des victimes de l'attentat de Ouagadougou. Et la jeune photographie perd l'une de ses plus brillantes représentantes. Voilà, bel hommage pour une grande artiste. Merci beaucoup Sonia. Hervé Baudry, merci encore à vous. Il est 23h passé, le rappel des principales informations, c'est avec Paul Bouffard.